Bonjour à tous, je suis Stéphanie Hospital en direct de Tech Fest. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Comme tu l'as dit, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui au Tech Fest pour cet épisode de podcast. Pour ceux ou celles qui ne te connaîtraient pas encore, tu es entrepreneuse française reconnue dans le domaine de la technologie et de l'innovation, notamment en capital risque. Tu es fondatrice et PDG de OneRegTime, si je ne me trompe pas, sur la prononciation. C'est tout simplement une plateforme de capital risque qui investit dans les startups technologies françaises. On va en parler en détail. Justement, comment tu es arrivée avec ton long parcours, parce que je sais que tu es passée par Orange, Dailymotion, plein de recoins, mais c'est pas le but aujourd'hui, c'est de comprendre comment tu es arrivé à créer justement cette plateforme. Alors, déjà pour moi, ça résonne beaucoup d'être à Grenoble, puisque j'ai fait mes études à Grenoble École de Management. Oui, je vois très bien. À Grenoble École de Management, à l'époque, on nous enseignait déjà la gestion industrielle et technologique. Donc, il y avait le mot technologie dans le cursus que j'avais choisi pour étudier. J'avais aussi choisi l'appel des montagnes et du ski. C'est la raison pour laquelle, principale, je suis venue à Grenoble et j'ai eu des années formidables ici. Et quand j'ai quitté Grenoble, j'ai tout de suite plongé dans l'univers du conseil et notamment du conseil autour d'entreprises innovantes en démarrant juste après les années 2000 des premières due diligence sur des secteurs tech. Et c'est comme ça que je suis rentrée chez Wanadoo puis Orange. Donc mon parcours a toujours été baigné par la technologie, l'international, l'innovation et la création d'entreprises, même si pendant de nombreuses années chez Orange, j'étais plutôt du côté des grands groupes, mais très entrepreneur dans l'approche, puisque j'ai participé à des créations de business units et j'ai piloté des business units, dont une business unit dédiée au digital, Orange Digital, qui m'a emmené sur un premier investissement que nous avons fait à l'époque chez Orange, qui était Dailymotion. Et c'est comme ça que, après avoir sourcé Dailymotion, après avoir été au bord de Dailymotion pendant plusieurs années, aux côtés de fonds de capital riche, je me suis dit, mais c'est génial en fait. J'ai toujours été dans des grands groupes, mais j'ai l'âme d'une entrepreneuse et j'ai envie d'entreprendre. Ouais. Donc pourquoi ne pas faire un fonds d'investissement? Et c'est comme ça que j'ai décidé de créer OneRegTime. Ouais, j'aime bien l'histoire parce qu'en fait, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Hein. Les recoins, les parcours nous amènent justement à des créations un peu atypiques. Je me suis mis en note justement que OneRegTime a soutenu plusieurs startups dans le développement à l'international. C'est ça. Quels ont été les moments clés, les moments phares et surtout le déclic qui a fait que tu as voulu vraiment aller développer cette solution, cette plateforme pour la France, mais aussi l'international? En fait, quand j'ai quitté Orange, j'avais été pas mal inspirée par des sociétés avec lesquelles on avait fait des partenariats aux États-Unis, des Facebook, des Microsoft, des Google. Et puis aussi par Israël, où on voyait qu'en Israël, tu as un tout petit marché, mais tu peux, dès le départ, créer un leader international. Ouais. Et donc, je me suis dit que quand j'ai créé OneRegTime, il n'y avait pas de raison qu'on ne fasse pas la même chose en finançant dès le départ des projets avec des entrepreneurs qui veulent créer des leaders internationaux, qui le font depuis la France, mais qui sont de facto 100% international. Donc, c'est comme ça que on a écrit la thèse d'investissement de OneRegTime. Donc, on est investisseur avec OneRegTime, toujours meneur des tours en amorçage en série A et on espère très vite en série B, donc sur des stades de développement plus matures. On est toujours sur des projets dont les entrepreneurs ont une vision très technologique et très internationale, avec des modèles capital efficaces, plutôt des entrepreneurs expérimentés. Et c'est ce qu'on a fait en fait depuis 2017, puisque depuis 2017, on a financé une 50aine de projets. Et tous les projets sont internationaux avec déjà des très très belles réussites, des sociétés qui sont passées de 0 à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, des très belles sorties. Et aujourd'hui, je suis assez fière de dire que 50% de notre portefeuille opère aux États-Unis et 100% de notre portefeuille de projet est international. Donc, ce driver tech international ne m'a pas quitté. Du coup, c'est aussi ce que j'ai appliqué au modèle de OneRegTime. Quand j'ai démarré le OneRegTime, j'ai regardé les autres fonds, je me suis dit, mais c'est très manuel en fait. Ça fonctionne sur Excel, donc pourquoi ne pas faciliter la gestion au quotidien par une plateforme tech? Et on a un ADN tech avec OneRegTime, puisque j'ai toujours eu 30% de mes collaborateurs qui étaient des collaborateurs tech, développeurs, designers, produits, pour créer une plateforme qui nous a permis d'opérer ce modèle hybride entre une plateforme de co-investissement et des fonds.
Comment tu choisis, comment vous choisissez au sein de l'équipe les startups qui arrivent? Est-ce que c'est des sujets, des thématiques, des états spécifiques? Comment ça se passe? Alors, on investit dans 2 grands domaines, les plateformes de services, fintech et sociétés de contenu, ce qui nous a valu d'investir dans Oma Games, une plateforme de distribution de jeux mobiles, d'être derrière Staycation, Shotgun, si tu sors. Mais aussi, on aime bien les sociétés beaucoup plus tech. Donc, on a investi beaucoup dans des sociétés deep tech, IA, alors toujours des modèles commerciaux. Parce que là, on va aller chercher, est-ce qu'à un moment, cette société, par sa technologie, peut se faire acquérir par un très grand groupe? On a récemment eu la sortie de Navi, une société dans l'analyse de contrefaçon grâce à l'IA, rachetée par CoreSearch. On a eu Sonio, qui vient d'être racheté par Samsung. Sonio, c'est une société qui fait une IA pour analyser les échographies. Donc très vite, donc là, on cherche vraiment la technologie de pointe qui, à un moment, parce qu'elle est rachetée par un très grand groupe, va devoir devenir la norme mondiale. Et donc ces 2 activités, en fait, elles se rejoignent parce que c'est très différent d'investir dans une fintech, une place de marché. Tu cherches un modèle de flux, une entreprise, que d'investir dans une société très tech. Donc ce qui va faire le point commun, c'est la qualité des équipes fondatrices et des fondateurs. Donc avant tout, ce qu'on va chercher, c'est les fondateurs, l'excellence de nos fondateurs. Et avant tout, et parce qu'on investit très tôt, et en plus, je le redis, on est meneur des tours. Ça veut dire que nous, on n'attend pas que les autres se positionnent pour y aller. On décide d'y aller, on entraîne les autres. Mais du coup, ce qui va faire la différence, c'est est-ce que oui ou non, on a envie de collaborer 5 ans, 7 ans, 10 ans avec cette équipe de fondateurs et d'accompagner un projet dans un marché où on pense que oui, il y a la place pour un nouvel entrant qui va disrupter par la technologie la façon dont ce marché opère. Dans toutes les bouches, on a l'IA qui arrive, qui est déjà arrivée, mais on entend de partout, encore plus dans un événement comme aujourd'hui, justement sur Tech Fest. Certains disent oui, ça va nous détruire, ça va faire perdre du job. D'autres, justement, e-santé, nous disent au contraire, ça va permettre de remplacer des personnes pour avoir encore plus d'optimisation, etc. Je sais à peu près ta réponse, mais qu'est-ce que tu pourrais nous transmettre aujourd'hui là-dessus? Alors déjà, l'IA, ça fait longtemps qu'elle existe, puisque c'est le principe même de l'Internet. C'est on fait fonctionner ensemble des données avec des codes qui sont des algorithmes. Donc des bases de données, des algorithmes, ça fait de l'IA. Alors aujourd'hui, elle arrive à des niveaux d'aboutissement beaucoup plus forts, parce que soit elle va s'appuyer sur un maximum de données, et ça, c'est les modèles LLM, soit elle va être plutôt neurosymbolique, et là, on va essayer avec peu de données d'avoir des choses qui font du sens. Donc nous, depuis le départ, on investit dans des sociétés qui ont la tech, l'IA au cœur de leur ADN. D'ailleurs, nous aussi, on a été labellisé Jeune Entreprise Innovante avec OneRagTime par l'utilisation de l'IA dans nos processus d'investissement. Donc, ça fait partie de l'ADN. Donc, ce qu'on recherche, c'est des sociétés qui, dès le départ, sont soit full IA, c'est-à-dire qu'elles vont développer des technologies de la deep tech où il y a une différenciation forte par la technologie, ou à minima, elles s'appuient sur de l'IA et de la tech pour mieux opérer. Les plateformes de marché, les fintech, ce sont des sociétés qui utilisent de l'IA. Elles n'ont pas forcément de l'IA propriétaire, mais par contre, elles vont utiliser ça pour être plus efficaces. Donc aujourd'hui, ce qui change, c'est quand on investit dans une nouvelle société, on va vraiment se poser la question de, déjà, est-ce qu'on peut disrupter un marché en étant encore plus efficace dans la façon dont on fonctionne? Donc je crois beaucoup aux nouvelles entreprises qui arrivent, qui vont disrupter la première génération de places de marché, de fintech, parce que dans leur modèle, elles vont être beaucoup plus efficaces. Et puis, quand on regarde des sociétés très tech, IA, là, on va se poser la question, nous, on n'a pas les moyens, si je puis me permettre, d'aller financer des modèles d'infrastructure comme les gros LLM, où là, pour le coup, il y a déjà beaucoup de monde sur le marché. Il y aura peut-être un Mistral, et encore, on ne sait pas comment sera la sortie de Mistral. Donc, ça, c'est un jeu où il faut avoir beaucoup de moyens. C'est des financements d'infrastructure. Donc, nous, on va plutôt aller chercher des IA verticalisées, comme on a fait avec Sonio, IA santé sur les échographies, avec Navi, ou encore avec Golem sur l'IA neurosymbolique. Et aujourd'hui, on est plutôt dans un modèle où on essaie d'éviter de suivre les autres. Donc, on va regarder des sociétés qui vraiment peuvent apporter une différenciation par l'IA, mais on ne va pas s'enthousiasmer sur une société parce qu'elle met le mot IA dans son deck. On va vraiment regarder s'il y a vraiment une vraie différenciation, une vraie propriété intellectuelle, une vraie capacité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, et c'est ce qu'on a fait, c'est
très très bon moment quand on a investi il y a 3-4 ans dans des sociétés dans l'IA pour les valoriser auprès et faire ce qu'on nous attend de nous quand on est investisseur, c'est-à-dire rendre l'argent que nos investisseurs nous ont confié il y a 3, 4, 5 ans et le réinvestir dans d'autres sociétés après avoir fait une jolie plus-value. Et ça aussi, c'est notre modèle d'investisseur. Ouais. Donc aujourd'hui, on vend nos sociétés dans l'IA et on s'assure que toutes les sociétés dans lesquelles on investit qui ne sont pas nativement deep tech vont utiliser l'IA pour être beaucoup plus efficaces. Et que nos sociétés en portefeuille, elles aussi, vont s'appuyer sur de l'IA pour être encore plus efficaces. Je pense que ta réponse est très claire. On a compris où tu veux nous amener et je suis à 100% d'accord. Parce que je dis souvent que j'ai un peu vu naître le web parce que je suis un peu plus vieille que le web. Et c'est vrai qu'avant, on avait peur du web. Et maintenant, on a un peu cette peur similaire alors que dans les applications, on va utiliser des voitures pour aller se déplacer, c'est une IA, etc., etc. Donc, je suis complètement d'accord avec toi, mais il y a encore des freins aujourd'hui en 2025. Mais on essaye justement à travers nos échanges de podcasts de faire ouvrir à travers un événement comme aujourd'hui qu'il y a autre chose derrière et qu'il y a du bonus. Dans cette vision long terme, 5 ans, 10 ans, tu te vois où OneRadiate se trouve où, se voit où? C'est quoi un peu les ambitions? Écoute, ça fait depuis 2017 qu'on investit. On a financé 50 projets. On a eu la chance d'accélérer le développement de très, très belles histoires entrepreneuriales comme Phantom Buster dans la collecte de données, comme Jilly Smack sur les plateformes d'influenceurs, Motion Society aujourd'hui, Groover dans la musique, Matchtune dans l'IA pour la musique, ou encore Dift sur tout ce qui est fintech pour aller lever des fonds pour des associations, ou encore Hive, hein, c'est un réseau pair à pair de puissance de calcul et de partage de cette puissance de calcul et de puissance de stockage. Donc en fait, moi ça m'enthousiasme toujours d'accompagner des nouvelles aventures entrepreneuriales. Donc, dans 7 ans, 10 ans, j'ai envie de faire la même chose avec encore plus d'impact, avec encore plus de succès et faire en sorte que voilà, on soit à l'origine d'innovations qui perdurent, hein, qui nous rendent la vie plus facile, ou alors de très, très belles entreprises européennes qui deviennent des leaders internationaux. Et c'est ce qui me rend fière, c'est in fine de me dire, on a contribué par l'argent qu'on a aidé à investir dans des projets à la création de 2000, 3000, 4000 emplois. Et en même temps, on a contribué aussi à des innovations qui font en sorte que aujourd'hui, on vit mieux. Je reprends l'exemple de Sonio, c'est magnifique. Grâce à Sonio, on améliore le confort des jeunes mamans et la prédictibilité des problèmes pendant la grossesse. Et ça, c'est formidable de se dire que l'argent qu'on investit, il permet de faire ça. Alors, il permet aussi de faire des très, très belles sociétés dans les jeux vidéo. Mais en même temps, il permet aussi d'avoir beaucoup d'impact sur des thématiques santé, des thématiques énergie, des thématiques climat, ou tout simplement créer de l'emploi parce que c'est le premier impact qu'on a en tant qu'investisseur. Donc, c'est ça ton fil conducteur, c'est cette passion, cette animation, cette diversité aussi dans le choix. Parce que, en général, quand on passe des années dans un secteur, dans une entreprise ou dans une start-up, peu importe le terme, c'est surtout cette passion, cette animation au fond du cœur, quoi. Oui, et puis tu vois, moi j'ai eu trois employeurs dans ma vie. Hein. J'ai eu un premier cabinet de conseil, Arthur Andersen, et puis après Andersen Consulting, ensuite Orange, oui. Et puis maintenant One Ragtime qui est ma société. Donc voilà, je pense que c'est une belle façon de continuer à s'enthousiasmer tous les jours parce qu'on fait plein de rencontres. Et j'ai la chance de choisir les projets sur lesquels je passe du temps, les entrepreneurs avec lesquels je passe du temps, les collaborateurs formidables avec lesquels je passe du temps, et ainsi que les investisseurs et les partenaires qui nous font confiance au quotidien pour aiguiller au mieux leur investissement et faire en sorte que la tech soit plus forte. Et j'ai un mot, c'est jouons collectif parce que on est souvent en France, et c'est un petit peu le leitmotiv de France Digital, l'association dont je suis membre du conseil d'administration, hein, qui représente tous les VC et les entrepreneurs de la tech. Nous, avec France Digital, on est convaincus de la place de la France, de la place de l'Europe dans la tech. Mais pour ça, il faut jouer collectif, il faut avoir une bonne dose de passion, de résilience et aussi d'optimisme parce que peut-être qu'en Europe et en France, on peut faire un écosystème qui est à la fois très performant, mais en même temps qui est respectueux des valeurs qui nous animent au quotidien, sur le climat, sur
le partage de valeurs, sur l'emploi. Et c'est quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, ben moi, c'est ce qui me conforte sur le fait que le plus beau terrain de jeu pour opérer, c'est l'Europe. Oui, complètement d'accord. J'en parlais avec un précédent invité et c'est ça. C'est dans ce climat politique parfois un peu grinçant. On a une Europe qui est juste magnifique, une France aussi hein, d'un point de vue entrepreneuriat, start-upper. Donc, faut s'entretenir, faut se soutenir les uns les autres et ça, c'est important. Des conseils à des jeunes start-upers ou des personnes qui créent leur entreprise ou qui ont des visions, que ce soit dans l'IA ou dans d'autres domaines. Tu as donné déjà pas mal de clés. Ça serait quoi les conseils que tu pourrais donner? Alors, oser entreprendre. Je crois qu'entreprendre, c'est un très bon métier. Après, c'est long, c'est ardu. Il faut vraiment le faire si on a envie de le faire. Il faut prendre son temps. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Il ne faut pas être trop pressé. Hein. Souvent, on dit ah là là, le marché. Ouais, c'est clair. L'avantage d'avoir vécu plusieurs générations d'entreprises, c'est qu'on voit que en fait, tout est un éternel recommencement. Oui. Qu'il y a toujours une entreprise qui, à un moment, va être plus forte qu'une autre dans un domaine. Alors oui, la technologie progresse. Oui, on a plus de puissance de calcul. Oui, c'est absolument incroyable ce qu'on peut faire aujourd'hui avec de l'IA. Maintenant, les évolutions, elles vont continuer, elles vont s'accélérer. Mais en même temps, faire une entreprise, ça prend du temps. Il faut vraiment être bien entouré. Quand on crée une entreprise, souvent, on oublie d'aller voir d'autres entrepreneurs pour apprendre de leur histoire. Donc ça, c'est aussi très important. Essayez de rencontrer un maximum d'entrepreneurs et de vous dire que c'est super d'entreprendre, mais qu'après, la route est longue et qu'il va falloir tenir sur la durée. Oui, c'est surtout ça. Parce que on a trop tendance à voir les réseaux sociaux avec « il a réussi, elle a réussi en quelques mois, très rapidement ». Mais en fait, c'est tout le travail en amont sur plusieurs années qui fait qu'il y a une réussite. Et le réussite, tout est une histoire de définition de la réussite aussi, hein, bien évidemment. Hein. Parce que chacun peut donner une définition. Hein. Déjà, réussir à être libre parce que tous les mois, on ne dépend que de soi pour générer son propre flux de financement pour sa vie et sa famille, c'est déjà une énorme réussite. Hein. Ouais. Et ça, souvent, les entrepreneurs l'oublient. Hein. Déjà, entreprendre, c'est une énorme réussite. Ouais. Et il faut le faire pour des bonnes raisons. Il faut le faire en se disant que quoi qu'il arrive, on va réussir parce qu'on ne va pas lâcher. J'aime bien laisser le mot de la fin à mon invité. Tu nous as donné pas mal d'axes de réflexion, de conseils. Ça serait quoi ton mot de la fin pour, par exemple, donner des conseils aux futures personnes qui viendraient au Tech Fest l'année prochaine? Parce que là, on est en 2025. Peut-être qu'on va nous réécouter dans quelques temps, quelques mois, quelques années. Tu aurais envie de leur dire quoi? Eh bien, il faut profiter d'être ici pour rencontrer un maximum de personnes, faire des connexions, parce que finalement... ce qui fait la différence dans une vie professionnelle, à un moment, c'est son réseau, sa capacité à l'animer pour des bonnes raisons. Hein, c'est toujours de manière authentique. Et qu'un événement comme Tech Fest, ça permet en très peu de temps de rencontrer un maximum de décideurs, d'entrepreneurs, d'un investisseur. Et être présent à des événements, alors on a toujours l'impression que c'est une perte de temps, mais en fait, c'est un accélérateur de temps sur du temps long. Parce que les connexions qu'on va faire à un moment donné, elles vont être précieuses et elles vont inspirer les entrepreneurs. Donc, bravo d'être là. Et puis, oser entreprendre. On a besoin d'avoir un regain d'optimisme sur la capacité de la France. En ce moment, on a souvent tendance, là encore, à s'arrêter en France. Et moi, j'ai comme motto de continuer à avancer et avec optimisme, parce que là encore, on a un terreau magnifique pour construire des jeunes pousses qui vont devenir des grandes forêts en France. Ouais. Merci Stéphanie pour ce temps d'échange. J'étais ravie. Et puis peut-être à un prochain épisode, pourquoi pas. Merci à toi et à bientôt alors. À bientôt.